dans l'entreprise. Donc, c'est pas des signes à prendre à la légère. L'empathie, la tonalité de la voix, la gestuelle, le regard, là je vous souligne, je fais un petit résumé, la manière de marcher, c'est important. Et beaucoup de gens oublient cela. C'est pour cela, moi, quand je faisais faire les entretiens, lorsque la personne sortait de chez moi, je me mettais à la fenêtre pour voir comment est-ce qu'elle marchait. Parce que là, elle se dit: «Ouf, enfin libéré, mon masque là, il peut tomber. Je vais» on dit que chasser la nature, elle revient toujours au galop et donc je me mettais, à la fenêtre et puis, je l'observais. Donc la manière de marcher, les expressions faciales, on les a vues, le rire, les sourcils froncés, l'arc des sourcils, les lèvres, les mâchoires, les traits, hein, dits paraverbaux. Par exemple, la voix monotone, les gens qui ont une voix monotone, et cetera. C'est des gens souvent introvertis, ça génère de l'ennui. À contrario, des gens qui parlent très rapidement, on a vu ça aussi, c'est des gens qui peuvent être nerveux, maladroits, n'est-ce pas? Les personnes, en général, qui sont très aimables, très extraverties aussi, c'est-à-dire ouvertes vers les autres, vont parler avec, tranquillité, un ton aimable, variable. Ils vont varier des aigus aux graves, hein, donc c'est une voix souvent agréable, suave. Ils vont aussi respecter, leur temps d'intervention parce que quand on échange avec les autres, finalement, pour qu'il y ait communication, il faut que moi je parle et toi tu parles, sinon, c'est monologue. Les postures corporelles, on en a vu, heu la posture, c'est très important. On a vu le fait d'avoir les bras fermés, croisés, c'est un signe de protection, mais ça peut être aussi un signe de colère, de désapprobation. Les jambes aussi, il y a des gens debout, ils croisent les jambes. Il y a des gens assis, ils croisent les jambes. C'est des signes de défense, d'autoprotection. Mais les femmes le connaissent très bien, hein, les amoureux, encore une fois, parce que c'est des choses aussi qu'il faut connaître. Heu, les femmes vont, par exemple, dégager le cheveu, c'est des postures de séduction. La parole, on en a parlé aussi, la manière de converser, hein, est-ce que la personne emploie des mots grossiers ou pas? Est-ce qu'elle est, agressive et cetera? La richesse du vocabulaire. Alors, la richesse du vocabulaire, c'est aussi un des éléments, qui est dans la formation Smile. En fait, les gens qui ne s'instruisent pas, ne lisent pas, n'écoutent pas des vidéos comme celle-ci, mais des choses qui, voilà, juste leur amènent la distraction, vous savez, des chats qui sautent, enfin des poissons qui sautent, et cetera. C'est des gens qui ne peuvent pas tenir une conversation, ne peuvent non, ont un vocabulaire pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils ne se cultivent pas, ils ne lisent pas, ils ne s'instruisent pas, ils n'ont jamais quelque chose de nouveau à apporter aux autres. Donc, c'est très important ça. La parole, on dit qu'au commencement était le verbe, donc tout commence vraiment par la parole. Et c'est pourquoi, si vous regardez aujourd'hui les élections de Miss, avant, les Miss commençaient tout de suite par leur aspect corporel. Aujourd'hui, les concours de Miss, moi j'ai vu cette évolution, on va vous demander de parler, de vous présenter. Et ça va être un élément prépondérant, un élément décisif pour éliminer les candidats. Donc, la culture. Une personne qui n'a pas ces éléments, pas de conversation, pas de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle une personne superficielle. Hein. C'est vraiment, il n'y a rien de profond. C'est 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 léger, OK? Pas de thème de conversation, incapable de tenir un échange, sur, le temps. Ça va être presque comme un robot, répondre par oui ou non. Heu, alors il y a c'est connu, c'est une boutade, hein. Vous êtes, dans un cercle de réflexion et puis, la table, hein, on fait le tour de table et il y en a qui sont là, «Alors, toi, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit?» Et lui, il dit: «Beh, comme lui et comme lui» et puis c'est fini. Parce que pas de culture, pas d'instruction, pas d'innovation. Il y a aussi, dans ce domaine-là, j'ai dit que la parole, hein, c'est la pensée exprimée. Donc la manière avec laquelle les gens parlent doit vous alerter sur la manière avec laquelle les gens pensent. En entreprise, vous aurez par exemple des chefs, très, très sûrs d'eux et puis, quand ils organisent une réunion, ils disent: «J'ai décidé». Bon, le fait de «j'ai décidé», c'est du management directif. Quelque part, ça peut rassurer parce que
on sait que cette personne ne prend pas les choses à la légère. C'est quelqu'un qui a fait une analyse et puis qui vient vous exposer sa décision. Les sarcasmes, hein, il y a des gens qui sont toujours très sarcastiques, en train toujours de rire, mais un rire pour se moquer, pour humilier, pour comment déranger les autres. Ok, c'est ça le sarcasme, le sarcasme. Alors ça, c'est des gens que vous devez vraiment éviter de les avoir comme amis, comme collaborateurs, comme même parfois conjoints. Parce que les gens me disent, oui, mon conjoint est pervers narcissique, mais derrière la perversion et le narcissisme, si vous avez bien observé, c'était peut-être quelqu'un de sarcastique, de manipulateur, mais vous n'avez pas vu ces éléments-là. La grossièreté verbale ou gestuelle, hein, on en a parlé, des gens qui emploient facilement les mots grossiers ou font bon, les gestes, là, c'est pas l'objet de cet enseignement. Là, nous sommes, je pense, tous euh, témoins de certains gestes que les gens font et qui démontrent à la fois leur grossièreté, leur manque d'empathie et leur méchanceté envers les autres. La dernière chose, plus délicate, hein, puisque là je fais une synthèse, c'est aussi la manière de se vêtir. Ok, dis-moi, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais quand même, quand on regarde bien, euh, on ne s'habille pas d'une certaine façon de manière fortuite, de manière hasardeuse. La manière de s'habiller va engendrer le comportement. Par exemple, quelqu'un qui est en tenue de sport va être plus enclin à faire certaines gestuelles. Mais vous allez, ça m'est arrivé à l'époque d'être invité dans des réunions à l'UNESCO, par exemple, à Paris, mais je vois des gens en costume cravate et qui vont avoir les mêmes comportements comme s'ils étaient habillés, je ne sais pas, en sport, même la manière de danser, ils vont transpirer de tous les côtés, faire des gestuels incroyables. Donc la manière de s'habiller va envoyer un signal, une information sur votre personnalité, vos valeurs aussi, vos idéologies, votre système de croyance. Quelqu'un qui s'habille de manière couverte, une femme qui s'habille de manière couverte, c'est le reflet de ses valeurs. Elle va vous dire que je m'habille de manière couverte ou je ne montre pas mes cheveux pour telle raison. Et celle qui va faire l'inverse aussi a ses raisons. Donc, la manière de s'habiller, de s'accoutrer, de faire sa toilette est un reflet aussi. Les amulettes, hein, on en a déjà parlé ici aussi sur cette chaîne. Porter une croix, un chapelet, ça, c'est une indication sur votre spiritualité, n'est-ce pas? Les tatouages, j'en ai parlé. Donc là, je fais vraiment la synthèse. Euh, Ça peut refléter l'engagement ou l'attachement et la position des mains. Bon, il y a une expression très connue qui dit que la main tendue est toujours en bas. Et donc, quand on observe les gens, les dominateurs ont toujours tendance à avoir des mains comme ça, plutôt comme ça. Et puis, des gens soumis, ils vont plus euh, dans leur attitude à avoir la main, la paume orientée vers le haut. Ou alors, vous parlez à quelqu'un, il a les mains dans les poches, comme ça, de manière nonchalante, ou les mots, les mains dans le dos, c'est un reflet de quelqu'un qui cache quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez me dire, d'accord, vous m'avez, monsieur, enfin, José Bert, tu m'as instruit avec toutes ces histoires sur comment comprendre l'autre à l'intérieur de lui. Donc, comment je vais le mettre en pratique? Donc, la première chose, c'est d'observer hein, toujours le comportement d'une personne lorsque tu es en interaction avec elle, mais aussi lorsque cette personne est en interaction avec d'autres personnes. Lorsque tu es dans une foule, dans une réunion, dans n'importe où que tu ailles en boîte de nuit, à l'église, où que tu veuilles, observe les gens lorsqu'ils sont dans la faune. Tu te mets à l'écart parce que on l'a vu hein, en travaillant sur le subconscient que le regard de l'observateur a une influence sur l'observé.
et vice versa. Bon, en général, les gens dans la foule, ils ne savent pas que vous les observez. Donc observe-les, et tu verras, tu recevras beaucoup d'informations. C'est vraiment un très, très bel exercice. Moi, je le fais beaucoup quand je suis, dans certaines réunions, enfin ou même en famille, hein, tout le temps, je regarde, je prends la température, entre amis toujours. Savoir poser des questions pour faire parler les autres, c'est aussi un élément que tu peux mettre en pratique, hein. Toujours, faire parler les autres, pas toujours toi parler. Engager des discussions subtiles que tu te trouves, par exemple, à l'arrêt de bus, ça c'est pour t'entraîner, hein. Là, on passe à la pratique où, tu es dans une salle, des médecins, il y a quelqu'un à côté de toi, en fait, tu vas observer la personne et puis engager, la conversation et tu apprends, toutes ces techniques-là à les mettre en pratique et puis, je l'ai dit, c'était le dernier point, l'intuition. L'intuition est fondamentale. Si tu veux travailler avec l'intuition, tu oublies l'apparence physique. Alors là, tu oublies l'apparence physique. Tu écoutes maintenant ton cœur. Quel est le pressentiment que tu as? Quel est, le ressenti? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu tends à rejeter cette personne sans te focaliser sur l'apparence physique? Est-ce que tu te sens en alerte? Lui, il m'inspire pas confiance. Est-ce que, en étant à côté de cette personne, tu sens qu'elle pompe ton énergie, que tu t'essouffles, elle te vide? Rien que le fait d'échanger avec cette personne, OK? Parce que c'est une affaire d'onde et tu ressors de là, tu te sens fatigué. Donc voilà comment, tout ce qu'on a vu, tu peux essayer de le mettre, en pratique concrètement pour, ne plus te laisser avoir. Parce que tout ce qui se laisse avoir, c'est des brebis et le Christ, Jésus, notre maître métaphysique de l'ère du poisson, disait que voilà: «Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups». Hein, vous, vous faites un travail d'amélioration de soi, mais vous allez être confronté à des loups autour de vous, au travail, dans la rue, un peu partout. J'en ai fini, je t'envoie plein de lumière. Tu es très, très spécial, unique. Je t'aime vraiment parce que ma première famille, comme disait le Christ, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et notre Père, c'est l'univers, n'est-ce pas? La supraconscience. Donc, tu es mon frère, je t'aime, tu es unique, tu es très important pour moi et je t'envoie plein de lumière et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. La source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert de Fédéralité de la communauté. J'espère que vous ne dormez pas, que vous êtes là. Voilà. Je vais prendre juste quelques questions, pas beaucoup, hein, et comme ça, on va se libérer. Il faut quand même profiter là du soleil, c'est l'été. Voilà. Je peux prendre quelques questions. Lumière divine. Merci, merci, lumière divine. Moi aussi, je t'aime, monsieur Bert. Sois fortifié. Merci beaucoup. Merci à Sylvie, Peggy. La gratitude, Hélène, mais simplement gratitude et ça dit beaucoup. Merci, José Bert. Toute ma gratitude. Je t'envoie plein de lumière. Moïse Prosper, Kivango. Bonjour, monsieur José Bert. Nous avons aussi besoin de l'enseignement de l'énergie du jour. Ah, alors l'enseignement sur l'énergie du jour, on a dans notre mouvement, une énergéticienne, je vais lui en parler, si ça peut parce que c'est beaucoup de travail, hein, ces enseignements, hein. Les enseignants, c'est pas pour rien qu'on leur donne, beaucoup de congés et puis ils travaillent pas. Un enseignant ne fait pas 36 heures, au lycée ou 35 heures ou 40 heures, hein. Ou à l'université et plus on monte à l'université, on est entre 8 et 12 heures d'enseignement, heu, parce qu'il y a tout un travail quand même de préparation, de merci en tout cas. Donc je vais voir si la partenaire veut bien nous aider, sur ce point. Alassane, oui, vraiment gratitude à vous, monsieur Berham. Oui, José Menber, alors là, lui, il est fort, Hassan, hein, il a été fouillé, mon identité. OK, merci Hassan. Hem, il m'a mis mes initiales. Merci mon grand leader, comment merci, merci, merci. En tout cas, à vous tous, merci. Il y a MT77
À quand l'enseignement sur les heures miroirs? Je Alors ça fait plusieurs fois effectivement qu'MT 77 le demande. Je le fais la semaine prochaine. Dimanche prochain, on fait l'enseignement sur les heures miroirs et j'en ai souvent parce que j'ai une montre, voilà, c'est éteint, voilà. J'ai une montre digitale, vous voyez là, et j'aime bien parce qu'elle me montre souvent, les heures miroirs dessus et j'aime bien et si vous remarquez, bon, il y a toujours quelques difficultés techniques, mais mes lives sont programmés à 15h15. C'est les heures miroirs. Donc MT 77, je le fais la semaine prochaine. Je prends le train avec du retard. Je me réjouis déjà pour la rediffusion. Oui, oui, c'est là, Estelle, puisque c'est l'avantage d'avoir le numérique comme ça. Chacun regarde quand il veut, quand il peut. L'habit ne fait pas le moine, mais il fait rentrer dans le monastère. Oui, Grenouille, j'aime bien les observations de Grenouille. Elle n'est pas là aujourd'hui, Cascade, parce que quelqu'un m'a reconnu dans la rue. Je vous ferai ce témoignage dans quelques jours. C'est un témoignage très, 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 très puissant et elle s'appelle Cascade. Mais quand je lui dirai ce que ce mot a eu comme lien avec ce que j'ai vécu, cette semaine, elle-même, elle sera très surprise. J'attendais un signe et c'était elle le signe. Je passais et puis, elle me dit: «J'entends une voix» et puis elle me dit: «Monsieur Bert José, José Bert». J'avais été me promener, j'étais tout seul, 21h par là, au bord de Seine, il y avait des lumières et puis, elle m'interpelle par mon nom. Je la regarde, elle ressemblait texto à quelqu'un que je connais et à la fin, elle me donne ce pseudo Cascade qu'elle a souvent sur mais c'était une réponse plus que nette. Alors là, la métaphysique, celui qui en doute, il faut qu'il travaille. Merci Yvette. Smile, il y a une chanson, j'adore cette chanson de Michael Jackson, yes, et une autre version de Trini Lopez. C'est que du bonheur pour moi. Oui, Smile, c'est comme ça qu'elle va s'appeler, cette formation. Mais je ne révèle pas ce qu'il y a dedans. C'est quand vous serez entré à l'intérieur que vous verrez. Bon, j'en dirai un peu, mais bonjour, ok, mes gratitudes, informations, que Dieu vous bénisse. Merci, Elvenette, c'est très beau, Elvenette, c'est très beau comme prénom. Ra, Mat, ah ça, il y a quelqu'un de la Mat, Ra, le Dieu, Maat, la Maat, les 46 lois, 42 lois. Bonjour, qu'en est-il d'une personne qui fixe vos yeux du regard pendant un entretien? Eh bien, ça peut, justement, il fixe vos yeux, hein, d'un regard fixe. Ça peut être il veut savoir réellement qu'est-ce qu'il y a au fond de vos yeux. Alors, c'est des gens qui font des pratiques un peu plus profondes parce qu'eux, ils vont regarder votre pupille. Il ne va pas se contenter de regarder l'œil apparent, mais la pupille à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui lisent la pupille. Il y a des techniques pour lire la pupille. Et il va voir s'il vous déstabilise. Mais de toutes les façons, comme on dit, ça, c'est formidable. Quand vous n'avez rien à vous reprocher, les choses se passent tranquillement. Les choses se passent tranquillement. Après, heu, il y a aussi la culture. Je vois par exemple, dans les cultures, africaines, les cultures du sud, les plus jeunes ne regardaient pas les anciens dans les yeux, n'est-ce pas? Et si vous allez voir les grands mammifères tels que les gorilles, chez les gorilles, il ne faut jamais regarder un dogri dans les yeux, il va vous broyer. Même tous les éthologues, les gens qui étudient les animaux, ils le savent. Ils ont une manière de s'approcher du gorille. Si vous venez, vous le regardez dans les yeux, ça va chauffer pour vous. OK. Donc, en fait, celui qui vous regardait dans les yeux, il essayait, d'étudier, vos pupilles, comment vous vous comportiez. Puisque certainement vous étiez assis, lui en face, il n'y a pas d'autres éléments qu'il peut regarder et donc il essayait de détecter, s'il y avait vérité ou mensonge ou imposture dans vos yeux. Il y a aucun problème, là-dessus. J'ai remarqué, j'ai manqué tout. Oui, bien sûr, la vidéo est là, Imelda, vous pouvez la revoir tranquillement et même, une astuce que je vous donne,
Là, le live a fait à peu près 1 heure, hein. Il y a tout le début, j'attendais que tout le monde se connecte puisque j'avais changé le lien. Vous mettez la vitesse, hein, vous mettez, hem, je parle assez posément, donc vous pouvez mettre, avec YouTube, il y a l'engrenage, vous mettez la vitesse 1,5 ou 1,75 ou 1,25 pour, comme ça, un live d'1 heure, vous pouvez l'écouter en 30 minutes. YouTube a tout prévu. Je suis bègue et j'ai tendance à parler fort. Que faire? Nadège, alors c'est ça. Vous savez, la parole, c'est une énergie, c'est quelque chose qui construit. Au commencement était le verbe et beaucoup de bègues justement, ont tendance à avoir cette difficulté à, coordonner leurs pensées. Ça va très vite au niveau de la pensée avec la parole et ça les rend nerveux. Il y a même des bègues qui deviennent agressifs. Donc la seule chose à faire, c'est ne pas vous culpabiliser, vous êtes bègue, hein. Je suis bègue, vous l'êtes, il y a aucun problème là-dessus. Vous l'admettez et puis vous vous exprimez à votre rythme, d'accord? Donc c'est pas la peine d'augmenter le volume. Ça ne fera pas entrer plus ce que vous avez à dire à l'intérieur. Il faut parler juste posément, en respirant, hein, et vous allez voir que les choses se seront bien. Dulcinée me dit: «Oui, merci Dulcinée». Hem, merci. Hem, oui, 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 je suis jeune en esprit effectivement. Merci Thierry. Certaines personnes utilisent des mudras. Oui, je vous parlerai des mudras. Ah ben tiens, c'est quelque chose. Vous voyez, souvent quand je fais l'exposition, et c'est pourquoi je mets quelques notes, je voulais évoquer les mudras, que je vous en ferai un enseignement. C'est toute une science, les mudras, effectivement. Merci qui m'en a parlé. Oui, c'est Thierry TSB. Thank you very much, Thierry. Mm. Et qui est en plus un soutien de la chaîne. SVP, quelle est la bonne manière de s'asseoir? Alors, la meilleure manière de s'asseoir, c'est pas vachi, comme un moribond malade. On s'assoit avec le dos droit et on évite de croiser les jambes lorsque c'est pas, nécessaire. Pour, hommes comme femmes, puisque vous me posez, hein, la question: «Quelle est la meilleure manière de s'asseoir?» Je vous réponds: ne pas écarter les jambes. Pour les femmes, c'est totalement inélégant. Pour les hommes, cela a un côté envahissant. On a un bassin qui a une certaine largeur, selon notre poids, notre taille. Mais en plus, si vous écartez les jambes, un canapé qui doit recevoir 3 personnes, il se met à recevoir que deux. Vous et quelqu'un à côté qui s'éloigne en plus parce que vous avez totalement écarté vos jambes. Les pieds doivent être au sol. C'est très important parce que ça montre une certaine assurance, une certaine stabilité. Donc la plante elle touche le sol et puis vous êtes droit et vous vous exprimez droit. Et plus vous avez la colonne vertébrale droite, quand on fait de la méditation, le, les exercices de respiration, on veille à avoir la colonne vertébrale droite. Donc, quand on s'exprime aussi, le fait d'avoir la colonne vertébrale droite, ben, ça vous fait gérer la respiration. Comme là, je parle, bon, je parle comme si, c'est comme ça que je parle. Je ne fais pas plus, vous voyez. Avoir une bonne assise. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Celui qui a posé la question, c'est déjà passé parce qu'il y a plein de questions qui défilent. En plaidant une affaire au tribunal, l'avocat de la partie adverse voulait toujours me fixer, son regard. Alors oui, Canal, quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à vous reprocher. Bien. Il cherchait en fait à vous déstabiliser et il y a des gens, là-dessus aussi. C'est pourquoi dès le début, je vous ai dit: «Attention aux techniques». Il y en a qui pratiquent l'hypnose. L'hypnose, il y a des techniques, hein. C'est utilisé même aujourd'hui dans le monde de la médecine, mais avec votre autorisation. OK? On arrive, je vous ai parlé de ce cas, d'une proche à moi, que l'univers ait son âme, qui est décédée, cette année. Elle avait été opérée puisqu'elle était tellement fatiguée à la fin, on ne pouvait pas lui faire d'anesthésie, par hypnose, 2 fois, par hypnose. Et quand elle s'endormait, on a ouvert son corps et cetera, elle ne ressentait rien du tout. Donc, c'est des techniques réelles, c'est pas de la fiction. Maintenant, vous avez des gens qui les utilisent à mauvais escient. Ils vont chercher à vous déstabiliser, OK?
Heu, il cherchait à vous déstabiliser et puis, peut-être que dans sa tête vous savez, les avocats adverses là, c'est la guerre. Donc l'autre en face lui a dit que vous étiez, un menteur, quelqu'un de pas bien et cetera. Donc il cherchait à tout prix à vous faire tomber dans cela, mais quand, ce n'est pas votre cas, ce n'est pas votre cas. Vous voyez? J'ai fait un enseignement la semaine dernière où, j'ai parlé, avec quelques éléments de hem, la Bible, et la Torah. Il y a quelque chose que je n'ai pas dite dans cet enseignement, c'est que le mont du calvaire, le mont où a été, crucifié le Christ, Jésus, dans la symbolique ou dans la réalité, c'est très important ce qui est dit là-dedans. D'abord, le mont du calvaire, 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 calvitie, la tête, calvario en latin. Bon, c'est la plupart des criminels quand on les crucifiait, on leur rasait la tête, hein, le crâne, on enlevait les cheveux. Mais lui, on l'a crucifié, d'après ce que nous disent les Écritures, avec tous ses cheveux. Pourquoi? Parce que lui n'était pas un criminel. On l'a condamné pour hérésie parce qu'il se il enseignait aux gens que Dieu est en eux et qu'il était le fils de Dieu lui-même. Alors ça énervait les docteurs de la loi. C'est pour cela on l'a crucifié là-bas, mais pas parce que c'était un criminel. Et qu'est-ce qu'il dit? «Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font». Donc c'est la même chose quand vous n'avez, pas fait quelque chose de mal, on peut vous accuser de tout. Jamais vos yeux ne cligneront. Pourquoi? Impossible. Parce que il y a en nous, il y a un esprit et cet esprit, lorsqu'il est aligné, rien ne peut le déstabiliser. Vous n'allez pas, baisser les yeux parce que le gars en face, l'avocat en face essaie de vous faire passer forcément pour un coupable pour que lui, il gagne le procès. Mmh. Je peux prendre encore, ça nous permet d'échanger, hein, c'est la différence avec, une vidéo qu'on poste comme ça. Merci beaucoup mon ami Soveni, vous êtes apparemment comme jeune. Quel est votre secret nutritionnel? Ah alors, merci, Moïse. Dans la formation, Smile, justement le L, le lifestyle, c'est dedans il y a ces, éléments liés à l'alimentation et si vous voulez, vous me le direz dans les commentaires, je peux vous faire quelques vidéos aussi sur l'alimentation. C'est très important l'alimentation. Mmh. D'ailleurs, les Japonais disent que la première santé commence par la nourriture et je vous ai fait mon témoignage sur le calcium, c'était un problème d'alimentation. Donc je peux vous en faire si vous me marquez dans les commentaires que vous voulez des vidéos sur, l'alimentation, je vous en ferai. J'ai promis à MT77 la semaine prochaine, je vais vous faire, un enseignement sur les heures miroirs. C'est très intéressant les heures miroirs. Moi, je ne suis pas au même niveau encore que Rockefeller en tant que milliardaire. C'est l'homme le plus grand milliardaire de notre temps. Rockefeller allait faire du golf à 15h15 tous les jours. Donc, c'est des gens, des métaphysiciens. Et il est devenu l'homme le plus riche au monde. Cherchez Rockefeller, vous tomberez là-dessus. Mm, pour ceux qui pensent que la métaphysique, toutes ces choses, c'est de la fumée qu'on vend. Non, c'est pas de la fumée qu'on vend, c'est de la réalité qu'on vend. Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une image, un reflet de ce que nous-mêmes nous avons à l'intérieur. Je veux bien un enseignement sur la nutrition. OK, Jeanne, je vous en ferai. Je vous en ferai des enseignements sur la nutrition, soit en live, soit. J'avais été sensibilisé au sujet de la nutrition. J'étais encore très, très jeune. J'étais en Afrique à l'époque, peut-être à l'école militaire, je ne sais plus. Mais j'avais commandé un livre qui s'appelait Poussée vitale et Poussée vitale m'avait éveillé sur des choses incroyables. C'était un petit livre comme ça et il y avait une phrase là-dedans dont je me rappelle toujours et que je n'applique pas comme il faut, mais il faut que je l'applique parce que comme je travaille beaucoup, j'aime beaucoup travailler et dans Poussée vitale, on disait
dormez la moitié de votre vie et vous jouirez de l'autre moitié. Alors moi, aujourd'hui, je dors le 10e de ma vie. Donc, il faut que je dorme un peu plus, au moins le tiers de ma vie pour jouir de l'autre, les 2 autres tiers. Donc, je vous parlerai de ces sujets. Effectivement, ils sont très, très intéressants et c'est ce livre qui m'avait, est-ce qu'on peut dire la vérité partout? Dit Amadou Diallo. Je ne sais pas si c'est le Amadou Diallo du Burkina qui est à l'école militaire avec moi, je n'en sais rien. Est-ce qu'on peut dire la vérité partout? Le Christ Jésus, hein, avait dit, on ne donne pas les perles aux pourceaux. On ne donne pas les perles aux pourceaux parce qu'ils ne sauront pas apprécier ce que c'est. Il y a des milieux, il vaut mieux s'abstenir de dire la vérité. Vous vous abstenez simplement. Et là, à ce moment, vous pouvez leur répondre par des termes tels ainsi soit-il, enfin, vous les laissez avancer, mais sans vous épancher plus. Merci pour les montres, les cœurs. Merci, Roca. Anne-Sophie, merci. Je suis très impulsive. Comment faire? Ah, l'impulsivité. L'impulsivité est liée à l'enseignement sur l'ego. Oui, l'ego spirituel. Et ce sera dans ma formation. Mais je pourrais peut-être vous en parler. En fait, euh, l'ego spirituel est à l'intérieur de vous. Et en temps normal, il ne se nourrit pas. L'ego se nourrit de quoi? De la colère. Enfin, si vous avez l'ego de la colère, il lui faut de la colère pour qu'il se nourrisse. Il faut quelqu'un en face qui s'énerve pour qu'il se nourrisse. Et donc, il va aller chercher à provoquer les autres, hein, pour déclencher cette colère et la déclencher envers vous. Et que c'est comme ça qu'il se nourrit. Donc, l'ego de la colère, comment est-ce qu'on le contrôle? C'est en étant dans le moment présent. C'est la conscience qui le contrôle. Le corps ne peut pas contrôler ce qui est spirituel. C'est l'ego spirituel. Donc, c'est la conscience. Donc, votre esprit conscient qui va contrôler l'ego de la colère pour celui qui est impulsif. Donc, ça veut dire vous surveiller, sentir, anticiper que en face, celui qui vient là, il a son ego et les égos se reconnaissent. Donc, l'ego qui est en lui, l'ego de la colère, a reconnu que vous, vous êtes impulsif, c'est-à-dire vous êtes habité par l'ego de la colère, et il vient vers vous pour se nourrir, pour s'alimenter. Et la question que je peux vous poser, c'est comment vous vous sentez à chaque fois que vous avez fini de vous énerver, hein, de déverser votre impulsivité, votre colère, je ne sais pas comment ça se manifeste chez vous, hein, peut-être les mauvaises paroles. Donc, si vous vous sentez effectivement épuisé, mal à l'aise, inconfort, c'est votre ego spirituel. Faites, suivez quelques enseignements que j'ai là et dans la formation, je parle de ces sujets-là un peu plus en profondeur. Mais soyez toujours dans le moment présent. Simplement ça. Le moment présent, c'est ce qui vous permet de surveiller l'ego spirituel. Hmm. Je peux prendre comme ça. Il y a Choupino qui dit comment s'inscrire pour la. Ah oui, la formation. Inscrivez-vous. Alors, je tape https, https, https deux points, go fédéralitude.org/lien. C'est à partir de ce lien, je ne voulais pas créer plusieurs liens. Donc, à partir de ce lien, vous entrez dans ma mailing list et je vous la propagerai quand je lancerai la session. L'ego n'est pas mauvais. Oui, il apprend, dit Pasco. Bien sûr. Mais beaucoup de gens sont en prison parce qu'ils se sont laissés emporter par l'ego. Ça peut amener très, très loin. Il n'a pas de limite, l'ego. Mais ceci dit, il n'est pas mauvais. Bonjour, monsieur José, j'ai une question. Mon père m'a toujours manipulé. Il m'a déshérité aujourd'hui. Il veut 1 000 € pour une thalasso. Dois-je lui donner? Faut-il pardonner? Waouh, Elnat. Alors ça, c'est pas vraiment le sujet du jour, mais en droit français, normalement, puisque vous parlez d'euros et en droit européen, on ne peut pas déshériter ses enfants. Vous êtes un héritier réservataire.
Maintenant, s'il vous a, déshérité et qu'il vous demande, 1 000 €, si vous les avez, c'est à vous de réfléchir et vous me demandez: «Faut-il pardonner?» Le pardon, c'est pas que pour lui, c'est aussi pour vous. La symbolique du père, c'est le soleil. Le père, c'est le soleil en spiritualité, en psychologie et même en psychiatrie. Vous lisez Jung, vous lisez Freud, heu, c'est le soleil, c'est une symbolique. Donc les troubles avec le père se répercutent indirectement dans notre vie. Pour 1 000 €, si vous les avez, Elnad, méditez sur le sujet, vous aurez un signe. Méditer veut dire quoi? Vous priez, soit avec votre conjoint, un ami, quelqu'un que vous aimez bien, en 2 ou 3, sur ce sujet et puis vous demandez à l'univers de vous envoyer des signes et vous aurez des signes. Mmh. Et les membres ici peuvent aussi, contribuer à la question que porte, Elnat. J'ai honte de moi après mais ah oui, c'est ça, c'est ça. Dès que vous vous énervez, vous avez honte de vous, c'est l'ego. Il s'est nourri. En fait, l'ego se nourrit du corps physique, de vos émotions, physiques étudiées, c'est-à-dire les hormones et tout ça, qu'on étudie en psychologie. Il se nourrit de ça et lorsqu'il a fini de se nourrir, il disparaît et il vous laisse là comme une épave vidée qui se demande: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Vous avez la réponse. Mmh, ah, Imelda Orva, on n'écoute plus. On n'écoute plus? J'ai pas compris ce que voulait dire, Imelda. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'elle dit: «On n'écoute plus», je ne sais pas si ça vient de moi. À quand la formation? Ce sera bon, je la lancerai en tout cas, peut-être pas en septembre parce que j'ai un autre gros challenge, mais ça peut commencer en septembre, hein. Ça peut, vers fin septembre, je peux la lancer quand même. Moi, je suis excessivement émotif et c'est les larmes en toutes circonstances, surtout quand je veux exprimer ma joie à quelqu'un qui a bien fait quelque chose. Alors ça, par contre, sa vie, ce type d'émotion, moi, c'est quelqu'un qui pleure parce que il veut m'exprimer sa joie pour quelque chose que moi j'ai réussi. Vous seriez à côté de moi, je partage avec vous, je vous donne 5% ou 10%. C'est de la sincérité, sa vie. Ah ça, c'est de la bonne émotion. Moi, je ne cherchez pas à la masquer, celle-là. C'est pas grave si les gens des gens comme vous, on n'en trouve plus aujourd'hui. C'est très rare. OK, Félie me dit: «Oui, oui». Ah, on est-ce qu'on m'entend bien? Je vois oui, 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 oui. Rien ne sert d'avoir honte, il y a juste à prendre de soi. Oui, on apprend de soi. Et d'ailleurs, il y a une citation de Nelson Mandela que j'aime bien, peut-être que vous la connaissez, qui dit: «Je ne perds jamais et je ne gagne jamais. J'apprends toujours. Toute expérience, dites-vous ça toujours. Vous ne perdez pas et vous ne gagnez pas, mais vous apprenez toujours». Et quelqu'un aujourd'hui peut vous rouler dans la farine. On peut prendre les, l'exemple d'Elnat tout à l'heure, son papa qui l'a déshérité. Et c'était Elnat, hein, je crois, il y a quelqu'un qui l'a dit là. Son papa l'a déshérité hier et aujourd'hui, le même papa vient lui demander 1 000 € pour sa thalasso. Mais vous avez appris et lui aussi il a appris. S'il devait repartir dans le passé, je crois qu'il, réfléchirait par 2 fois avant de vous déshériter. Eh oui. Oui, oui, il y a Liberata qui dit: «Ça dépend des pères». Il y a des vrais pères, des papas et des géniteurs, bien sûr. Et c'est pour cela, je vous ai peut-être aussi déjà parlé de notre ami Robert Kiyosaki dans la finance et qui a écrit le livre «Père riche, père pauvre». En fait, il avait 2 pères. Le vrai père, le géniteur, pauvre, fonctionnaire et puis l'autre père, riche, entrepreneur et qui lui a montré les chemins. Mmh.
Imelda Horvat, alors c'est de ah oui, Imelda, oui, d'accord, oui, peut-être que vous devez relancer, votre, vous sortez, vous recliquez sur la je crois qu'elle parle de l'ego en disant: «Ah oui, on n'écoute plus». Ah oui, peut-être, dit, Jeanne: «Bonsoir, je suis perturbée par l'apparition des heures doubles». Oui, on va le Elsa, on le fera, je ferai cet enseignement la semaine prochaine. Bonsoir, je suis perdu. Oui, c'est bien, j'ai pris, connaissance. Il y a Elsa, il y a MT77 qui demande un enseignement sur les heures miroirs. J'ai une question hors sujet qui concerne la réussite, passage des examens. Oui, la Miss HD qui oui, oui, vous pouvez la poser, hein, si elle n'est pas elle peut intéresser les gens. Aujourd'hui, les gens passent des concours, pour entrer à la fonction publique, des examens parce qu'on apprend toute la vie et puis, les enfants aussi qui passent des diplômes, donc vous pouvez poser une question sur la réussite. S'il vous plaît, nous espérons recevoir des enseignements sur les heures miroirs. Oui, Jacques, encore Jacques. Enfin, ça fait 3 personnes là, je vous le ferai. C'est les heures miroirs, très intéressant. Que pensez-vous des enfants qui ne vont pas alors que l'on a ah! Ouh aïe aïe, Michel, hem, écoutez le post que l'on fera demain ou mardi. Écoutez le post, demain ou mardi. Je peux spoiler un peu, hein. Je je vous raconterai l'histoire d'un homme, d'un père qui se situe dans cette situation et puis, dans son désarroi, heu, il y a un ange qui viendra, qui va lui apparaître et vous allez suivre l'échange avec l'ange et ce qui va se passer après. C'est ce on va poster. Normalement, c'est monté, un de mes stagiaires me l'a monté, mais il y a quelque chose qui manquait et je lui ai dit: «Il faut qu'on revoie la copie en termes, de qualité de montage». Le pardon est pour vous les 2. Tout à fait, Anne, exactement. Hem, encore les Miss, oui, vous avez dit une fois que vous avez des techniques pour bien réussir ces examens. Si vous pouvez nous donner des conseils. Ah oui, mais d'accord, oui, je vois. D'abord, la première technique, elle est très simple. D'abord, hein, c'est le travail et retenez ceci que je dis toujours à mes enfants. Quand je vois un enfant qui me dit, «Je suis en train de réviser» ou quand j'étais, professeur, vous voyez, par l'humour, j'ai pu vraiment aider les jeunes à transformer leur façon de penser et je lui dis: «D'accord, tu révises, mais est-ce que tu as visé déjà?» OK? Avant de réviser, il faut viser. Il y a des gens, ils vont à l'école, ils ne visent pas leurs cours après, ils attendent au dernier moment pour réviser. Donc la première chose, c'est déjà la répétition. La mémoire s'alimente de la répétition. Il est démontré que par jour, on a plus de 60 000 pensées et parmi, ces pensées, bien, il y a des répétitions. Mais au lieu que, ce soit des pensées, inutiles qui viennent s'incruster dans votre cerveau, utilisez, hein, dans l'esprit, conscient, bah, utilisez votre objectif, si vous voulez réussir un examen, mettez-y des mathématiques, de la philosophie, du français, je ne sais pas, hem, quelle matière vous étudiez, du droit, mais mettez-le en permanence. Comme ça, il y a même pas de place pour, d'autres choses à l'intérieur. Heu, ah merci Anne, elle me dit qu'elle sent que je suis vrai. Vous voyez, c'est exactement ce que j'enseignais aujourd'hui. Oui, moi j'ai toujours, aimé la la fluidité, voilà, elle parle de vrai, elle a écrit vrai en majuscule, c'est ça. J'aime, les relations, fluides, sincères et c'est très bien d'écouter une personne qui parle qu'un robot. Bien sûr, il y a beaucoup de robots aujourd'hui. L'IA, ça cartonne ça. Oui, vous avez dit une fois oui, oui, OK, j'ai répondu à la miss. Mmh. OK. Ah, je fais de la cybersécurité. Chouette, la miss. Il y a, un de mes fils qui est ingénieur, cybersécurité. J'avais posté, dans Telegram, sa prise de diplôme. Marsan, il est ingénieur cybersécurité de SME Sudria à 22 ans
et il a fait en même temps un master de data science de l'université d'Orsay. Donc il a un double diplôme qu'il a eu à 22 ans. Il est né en 2000 parce qu'il applique les techniques pour réussir les examens. Réussir 2 diplômes, c'est pas quand même facile, hein, et puis il avait sauté une classe aussi avant. Bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de notre vie, c'est votre vie qui m'intéresse, mais c'est juste pour illustrer, que, vous voyez, dans le forum aussi, c'est ça, c'est bon, là, c'est YouTube, il y a eu un enseignement, mais heu, on peut faire, des soirées échanges dans le cadre du club associatif où chacun va se présenter: «Je fais tel métier», et puis on réseaute, hein, on fait du réseau, l'entraide avec le même esprit de la bienveillance. J'ai bien aimé, la dame, tout à l'heure qui a ses émotions lorsque quelqu'un réussit. Tellement elle est contente pour l'autre, elle pleure, les larmes sortent. C'est magnifique, c'est trop beau, vous voyez? Alors qu'il y en a, quand l'autre réussit, c'est leur je sais pas moi, il y a la haine qui monte en eux. C'est horrible de vivre avec des gens comme ça. C'est triste, puisque tout ce que nous faisons ici, à la fin des fins, tout cela va passer. Pourquoi en vouloir les autres, hein? Vivez votre vie comme vous l'entendez. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser ce qu'ils ont envie de penser. Et oui, tout à fait. Tout ça, c'est le conditionnement de nos religions. Courage, dit Liberata. Oui, il faut vivre exactement comme quand vous êtes en train de conduire, vous êtes d'abord maître de votre véhicule. Ensuite, vous êtes vigilant par rapport à ceux qui, eux, ne sont pas maîtres de leur véhicule. Mais vous, la première chose, c'est maîtriser le vôtre, pouvoir les esquiver, pouvoir accélérer, pouvoir, même moi, lorsque je conduis, avant de freiner, je laisse souvent une marge parce que des fois, vous êtes sur autoroute, il y a des bouchons. J'appelle ça toujours, moi, puisque mes enfants commencent à passer le permis, je leur dis, lorsque vous voyez la mêlée, il faut ralentir. Et c'est un conseil que m'avait donné un monsieur. À l'époque, j'étais jeune ingénieur, il s'appelait un ami marocain, Hassan Fersioui, qui vraiment, c'était presque un père pour moi, hein. On s'entendait très bien. Il était ingénieur mécanicien, il faisait de la résistance de matériaux il y a très très longtemps, il y a plus de 30 ans. Et il m'avait dit, quand je commençais à conduire, moi aussi j'étais jeune, il me dit, José, quand tu vois une mêlée devant, ralentis. La mêlée, vous voyez, comme au rugby. Et ça m'est resté dans la tête cette image et je la transmets à mes enfants. Quand vous voyez une mêlée devant, ralentissez, mais regardez le rétroviseur parce qu'il y a peut-être un qui n'a pas vu derrière vous. euh, à ce moment, vous accélérez puisque vous avez laissé la marche. Donc, c'est ça, c'est la métaphore avec euh, ce commentaire de dire vivez votre vie, vous n'empêcherez pas les gens de penser ce qu'ils ont envie de penser de vous. José, j'ai changé d'orientation professionnelle à partir d'un rêve et j'ai l'impression, mais mes proches continuent de m'envoyer des offres d'emploi. Ils veulent que vous alliez travailler, c'est ça, Épiphanie? J'ai pas compris. Épiphanie Esther, vous avez de très beaux prénoms. L'épiphanie, c'est pas une petite affaire. Si vos parents vous ont donné l'épiphanie, c'est pas une petite affaire. Et Esther aussi, c'est un grand personnage, une femme marquante de la Bible. Prenez ses bons côtés. Pourquoi est-ce qu'ils vous envoient des offres d'emploi? Peut-être qu'ils ont peur de vous voir vous égarer. Euh, mais la vie de l'entrepreneur n'est pas facile et tous ceux qui sortent du lot pour devenir entrepreneur, la famille qui vous aime parfois peut avoir peur de votre avenir. Mais dites-vous, que vous soyez comptable, que vous soyez mécanicien, que vous soyez, dites-vous toujours, si je suis comptable et je travaille chez un comptable, bien, pourquoi est-ce que je ne peux pas être comptable à mon propre compte et continuer à faire la comptabilité? C'est le raisonnement que vous devez avoir. Le travail que vous allez prendre chez quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé pour vous. À l'époque, il y a très longtemps, vers les années 2006, j'avais créé une société à Londres qui s'appelait Jacobs Process International. Pourquoi Jacob? Parce que Jacob, toujours avec la métaphysique, Jacob avait travaillé chez son beau-père Laban. euh,
parce qu'il devait épouser une des filles de Laban, la petite sœur. Et puis, à la fin de leur contrat, Laban lui dit, oui, mais la grande sœur ne s'est pas encore mariée. Alors, tu dois encore travailler pour moi et comme ça, tu auras les deux. À la fin, il a eu les deux, la grande sœur et la petite sœur. Et quand il a eu les deux, il a dit à Laban, Laban, maintenant, je vais créer mon entreprise. Et là, Laban n'était pas très content. Okay? Mais c'est la preuve que il y a un temps pour travailler pour les autres et un temps pour travailler pour soi. Aux États-Unis, il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de montées des consultants. La courbe, il y a des courbes statistiques là-dessus, en France aussi d'ailleurs. Alors, si le père, c'est le soleil, la mère, ah ben, en fait, c'est la symbolique, en fait. C'est la symbolique. C'est le père, c'est le soleil. La mère, vous savez, la mer n'a pas besoin d'être en réalité un symbole. Quand on parle, là je réponds à quelqu'un qui, c'est Xania, hein. Et si cette mer vous dénigre tout le temps et vous rabaisse constamment en votre absence, waouh! On ne donne que ce qu'on a, Xania. Cette maman, normalement, il n'y a pas quelqu'un qui devrait vous aimer plus que votre mère. Hmm. La mère, elle a la preuve de votre existence et elle devrait vous transmettre de l'amour. Et quand on parle de l'industrie manufacturière, on parle de l'industrie manufacturière. Vous connaissez les manufactures, c'est les usines, donc l'industrie où on fabrique des choses, etc. Dans l'histoire de l'industrie manufacturière, on montre comment l'homme est arrivé à commencer, avant d'arriver à l'industrie manufacturière moderne que nous voyons, sophistiquée, on fait des avions, on fait plein de choses. L'homme a commencé à utiliser ses mains à faire des sculptures, des petits bonhommes, je ne sais pas à quoi ça ressemblait. Là, il faut regarder euh, les études anciennes, les, photos, enfin, les images anciennes, ce que les, les gens trouvent dans les vestiges, parce que l'homme se demandait comment la femme donne la vie, elle crée la vie, elle fait sortir un bébé, elle le prend dans les mains, et elle l'a senti. Et l'homme n'arrivait à rien créer. Ok, l'homme, c'est vraiment, c'est juste, c'est pourquoi on parle de cette symbolique, mais c'est une symbolique forte. Il ne voyait pas comment est-ce qu'il avait fabriqué l'enfant. D'accord? Mais la femme avait cela. Et c'est comme ça que les hommes ont commencé à fabriquer. Et ils sont devenus habiles de leurs mains. Après, ils ont fabriqué des saguets, ils ont fabriqué des outils, ils ont fabriqué tout ça parce qu'en en fait, ils étaient en concurrence. Ils ne comprenaient pas dans leur tête comment on a été, entre guillemets, créés tous les deux. Et elle arrive à donner la vie, c'est palpable. Donc, normalement, une mère, l'amour d'une mère, il n'y a pas plus inconditionnel. Mais là, je comprends, c'est une très grande douleur lorsque cela arrive. Comment me reconstruire après un tuteur destructeur, détruit émotionnellement? Oui, ça c'est Bénédicte Amon. Euh, la formation Smile, euh, je vais, à travers cette formation, réveiller les capacités innées que nous avons en nous. On a des capacités innées. Et c'est à nous d'aller les faire ressortir. Nous parlons du subconscient, comment on reformate le subconscient, c'est tous ces travaux. Et euh, que ce soit les outils de la PNL, les outils de la spiritualité, on arrive toujours à un certain point, c'est de désagréger les émotions négatives au fond de nous pour nous relancer. Donc, rien n'est une fatalité. Et c'est pour cela qu'on parle de la nouvelle naissance, du nouvel homme, l'homme au sens grand H, homme ou femme. Okay. Mais effectivement, ce sont des choses qui existent, des gens qui détruisent. On félicite Christiane Louise qui vient de devenir étincelle. Merci Christiane, bienvenue. Il y a Queen Lyon, j'aime bien son nom, Magic Gang, oui. Bénédicte Amon, bonjour. José, aide-moi comment faire pour reconstruire après un tuteur. Ah oui, vous avez posé la question plus haut, je vous ai répondu. Je n'ai plus
20 20 malheureusement, si j'ai bien compris. Il faut essayer de répéter les cours et y penser souvent. Ah oui, oui, bien sûr, Liamis, si vous préparez des concours, il faut les répéter. Il faut, vous avez il y a des techniques d'apprentissage. Vous avez votre cours ici, vous voyez, bon, moi, je suis tout le temps en train de vous voyez, j'ai des notes, tous mes trucs, mes bouquins, ils sont souvent cornés comme ça, vous voyez, cornés, soulignés, il y a des fluos, alors ça, c'est oui. On n'arrête pas d'apprendre, hein. Il n'y a pas que la spiritualité, dans la vie, ça c'est sur la société civile, immobilière, mais je passe mon temps à apprendre comme ça. Mais il faut souligner, il faut synthétiser l'information, il faut faire des fiches récapitulatives et si vous voyez que votre, professeur n'est pas, ce qu'il vous donne comme cours, pensez à acheter des livres, chercher sur internet, aller dans les grandes librairies, il y a des livres beaucoup plus synthétiques. Parce que tout le monde n'est pas pédagogue. Tout le monde n'est pas pédagogue. Tout le monde va dans l'enseignement, mais tout le monde n'est pas pédagogue. Mmh. OK, 20 ans, oui, j'ai compris, Yamis. OK, bien. Avec votre permission, alors, que faire quand on est incompris dans notre environnement ou rejeté parce qu'on s'intéresse à la spiritualité? Alors, Lord Alexis, je vais répondre à votre question. Être spirituel vous éloigne, à un moment donné du même rythme de vie que les autres, les gens de votre environnement, de votre famille, puisque vous dites que faire quand on est incompris dans notre environnement ou rejeté parce qu'on s'intéresse à la spiritualité. Et en fait, en réalité, c'est pour cela que moi je dis, à travers même cette formation Smile, c'est que celui qui se dit spirituel, ça doit se voir dans sa vie. Il doit y avoir une certaine prospérité, une certaine abondance, un certain équilibre, mais pas se clamer spirituel pour juger les autres, pour les condamner, mais avoir une vie qui, au fond, n'est pas lumineuse, hein, n'est ni une étincelle, ni une flamme, ni un soleil, ni une étoile. Vous voyez? Il y a plus fort raison une lumière. Donc, euh, si vous êtes dans la spiritualité, c'est les autres, au lieu de vous mépriser, de douter de vous, qui doivent venir vers vous, se dire, mais bon sang, lui, il a trouvé le Saint Graal dont on parle en spiritualité. C'est plus la même personne qu'on voyait hier, c'est une autre personne qui illumine dans la vie. Et donc, au lieu, vous, de les subir, d'être rejetés, c'est la loi d'attraction, c'est eux qui doivent être attirés par vous, parce que vous devez émaner quelque chose, soit une flamme, soit un soleil, soit une étoile, mmh, ou même une étincelle, parce que beaucoup n'ont même plus d'étincelle. Il y a des gens dans notre société qui ne rêvent plus. Ils sont totalement, rendus, automatiques. Oui, monsieur Tom Fay Wiao, il me parle de la loi du karma. Oui, la loi repose sur la loi du karma. Mais il y a plusieurs autres lois. On parle des 7 lois de l'univers, hein, qu'avait écrit, c'est des choses, j'ai déjà parlé dans certains enseignements, les premières 7 lois de l'univers, mais avec le temps, on en a découvert d'autres et euh, il y a 3 personnes qui avaient écrit un livre et dans lequel ils parlent des 12 lois de l'univers et qui partent du Kybalion. Et parmi donc les lois de l'univers, il y a la loi du karma, mais je veux dire, il y a 12 lois de l'univers. Et on va même plus loin, on parle même aujourd'hui de 24 lois, mais elles sont moins principales que les 7 ou 12 premières. Qu'est-ce qu'on peut encore, pour ne pas partir frustré, hein, on va pas on va quand même arrêter. AMS, vous seul, vous connaissez ce qui est bon à faire. S'il y a l'amour entre vous, tout est ah oui, c'est bien ça ce qu'il dit. Oui, vous avez en vous le libre arbitre et ce libre arbitre, c'est l'âme qui est en vous. C'est la voix de votre âme. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'intuition. Mmh. Il faut le suivre. Mmh. Dans votre
formation. Peut-on seulement choisir la spiritualité relative à la philosophie asiatique ou développement personnel sans passer par les religions abrahamiques? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je ne parlerai pas de religion abrahamique, hein. Vous pouvez passer effectivement par les philosophies asiatiques. Vous avez le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, ces philosophies, ces spiritualités qui sont loin des gens du monde occidental et du continent africain qui a été colonisé par les Occidentaux, ainsi que l'Amérique latine aussi, con- conquise par l'Espagne et le Portugal. Mais quand vous allez en Asie, c'est une autre façon de voir la vie. Et c'est des choses très, très intéressantes. Mais moi, depuis que j'ai fait le bouddhisme, l'hindouisme, euh, ça m'a réconcilié même avec les écrits chrétiens. Parce que avant, on essayait de me les faire comprendre comme des dogmes et ça créait de la résistance en moi. Parce que je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. Mais une fois que j'ai compris le message du Bouddha, du Tao, de Krishna, etc., je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que ces gens-là cherchent? Ils cherchent à éveiller en nous la partie divine, l'amour. Mais comme la main de l'homme est toujours quelque part pour essayer de prendre contrôle de l'autre être humain, c'est à moi de trier, enlever tout ce qui ne me sert absolument à rien et même de rectifier certains messages. Et les choses se passent beaucoup mieux aujourd'hui. Je n'ai plus de blocage envers aucune religion. Mais ne comptez pas sur moi pour entrer dans une religion. Moi, personnellement, non. Merci beaucoup, Monsieur José. Votre réponse et pour le temps que vous nous consacrez. Que pensez-vous des EMI? Eh oui, les expériences de mort imminente, les EMI, c'est ça, hein, Monsieur Lamis HD. Et, je vous parlerai, j'en ai déjà parlé aussi dans un enseignement par un maître hindou qui était médecin et qui à la fin a fini gourou, donc maître, enseignant, et qui parle des expériences de mort imminente. Je pense beaucoup de bien des expériences de mort imminente si vous voulez savoir. Il faut les creuser, hein. Euh, je fais juste une petite pause et puis après on se dit au revoir. Par rapport à cette question sur les EMI, il y a une brésilienne, une jeune dame brésilienne, une voyante, qui a failli être condamnée par les tribunaux parce qu'elle vendait des appartements au paradis. Et je fais court. Si vous voulez, je peux faire un petit enseignement sur ce sujet qui est intéressant. Et lorsque, en fait, sa femme de ménage voit comment elle commence à s'enrichir, parce que c'est des femmes riches, etc., qui viennent payer des appartements au paradis, elle va s'en prendre à sa patronne et lui dit, vous êtes une arnaqueuse et nous devons nous partager l'argent. Et la patronne dit, attends, c'est toi mon employé, je ne peux pas partager l'argent que j'ai avec toi. Elle va lui donner une gifle parce qu'il y a une altercation. Et l'autre va aller à la police, la femme de ménage, et dire à la police que sa patronne est une arnaqueuse. La police lui dit, mais c'est pas à vous de porter plainte pour, contre cette dame, puisqu'elle ne vous a pas arnaqué. Au contraire, c'est vous qui vouliez lui prendre l'argent. Et là, la femme de ménage qui est remontée contre sa patronne va aller voir les femmes qui, entre guillemets, ont acheté les appartements au paradis et leur dire, voilà, j'étais la femme de ménage de telle, elle vous a arnaqué, c'est une menteuse, etc. Et cette jeune dame va être traduite au tribunal et leur dialogue, puisque là nous parlons des EMI, quelqu'un parlait de ça, Maya, j'ai pu vivre une EMI, voilà. Et voilà un exemple concret. C'est la connaissance. Là, c'est pas la théorie, c'est pas dans un livre sacré. Maya Mangamal vous dit qu'elle a vécu une EMI, expérience de mort imminente. Et donc, cette jeune dame se retrouve au tribunal et elle dit au juge, qui lui met tous les griefs, escroquerie, vous vendez quelque chose qui n'existe pas, etc. Et puis, à un moment, la jeune dame va dire au juge, mais vous avez l'air de connaître le paradis. Moi, je vends des appartements au paradis, je suis voyante, je les vois.
et dit au juge: «Mais vous, vous avez l'air de vous y connaître puisque vous dites que ça n'existe pas». Et là, bon, la la ceux qui assistaient au procès, se mettent à rire. Le juge est encore plus énervé et lui dit, que de toutes les façons, c'est une escroquerie et la jeune fille lui dit: «Mais si moi je suis une escroc, heu, les églises, qu'est-ce qu'elles nous ont vendu? Les religions, qu'est-ce qu'elles nous ont vendu? Un paradis et qui est-ce qui connaît le paradis? Elles prennent la dîme, avec cette dîme, elles font, des grands bâtiments et cetera et cetera». En fait, c'est un très, très beau procès, qui avait fait un scandale au Brésil et puis finalement, la jeune dame n'a pas été condamnée. Comme quoi, il y en a qui vont vous dire que l'EMI, ils n'y croient pas, c'est pas vrai, ça n'a jamais existé, mais ils l'ont jamais vécu. Et celui qui l'a vécu vous dira, comme Maya, que c'est quelque chose qu'elle a vécu et que c'est totalement vrai. Et elle sait de quoi elle parle. Bien, Bénédicte, vous avez tout à fait la force qu'il vous faut. Oui, merci Liberata qui encourage Bénédicte, c'est très beau. Aviva, Aviva, j'étais en quête de vision et cela faisait des semaines et des semaines que je demandais à la nature de m'aider. Il y a quelques jours, après une sieste, les choses sont apparues clairement. J'ai envie de Aviva, Aviva, de dire simplement viva, hein, Aviva. Bravo, bravo. Vous avez vécu l'expérience et vraiment, j'ai failli, comme la dame qui a dit tout à l'heure, faire sortir, mes larmes parce que je sais que c'est vrai ce que vous nous dites ici. Je le sais. Je suis persuadé, convaincu que vous avez eu la réponse et les choses fonctionnent comme ça, clairement en plus. Mmh. Les choses sont apparues clairement. Mmh. OK, avant de finir, pouvez-vous donner une réponse à Bénédicte, au mot elle a tant insisté, SOS. Oui, parfaitement. Alors, il faut que je remonte à Bénédicte. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est elle qui parlait de sa maman? Bénédicte, elle parlait je reviens, Bénédicte, à moins que vous vouliez reposter le message, il y a tellement ça coule, ça coule, ça coule. Oui, hem, Jeanne d'Arc oui, Bénédicte Aumont, il faut apprendre à lâcher prise, oui, et vous aimer et croire en vous plus que tout. Priez, dites ce que vous voulez à l'univers tous les jours en répétant. Pardonnez-vous et vous pourrez avoir le pardon. Hem, alors, je n'ai pas, quelle bonne position pour s'adresser à l'univers? Ça peut intéresser, Bénédicte qui traverse une situation, difficile, et comme dit, Jeanne d'Arc, il faut savoir lâcher prise. Mais le lâcher prise, ça ne s'ordonne pas. Vous ne pouvez pas vous ordonner de lâcher prise. C'est quelque chose qui se fait avec, le temps, avec, la pratique et c'est pas seulement vous qui lâchez prise, mais ce qui vous tenait va vous lâcher parce que en fait, vous n'appartenez plus à cette chose-là. Puisqu'aujourd'hui, quand quelqu'un souffre d'une chose, elle croit qu'on lui dit: «Lâche prise», mais en fait, c'est cette chose qui vous tient. C'est pas vous qui la tenez. Mais nous, on nous dit: «Lâche prise». Mais c'est cette chose qui nous tient. Elle est en permanence dans notre esprit, elle est en permanence dans notre corps, elle est dans notre mental. Donc c'est elle qui nous tient. Et nous, on voudrait bien s'en séparer puisque ça nous fait souffrir. OK? Donc souvent, on comprend mal cette notion de lâcher prise. Ça ne se décrète pas. Mais c'est avec les pratiques que vous allez faire. Comme dit, qu'il a dit Jeanne d'Arc, le fait de prier, le fait de revenir, renourrir votre âme à vous, plutôt que d'avoir l'esprit tourné vers cette âme, cet esprit qui vous tourmente, petit à petit, fera qu'à un moment donné, cet esprit-là qui vous tenait va perdre la force par rapport à votre propre esprit que vous avez alimenté, que vous avez rendu beaucoup plus fort. Et à un moment, l'autre ne peut plus le contrôler et il va lâcher prise et partir chercher une autre proie où il aura emprise. Mais vous, il aura perdu l'emprise sur vous. Et c'est comme ça qu'en fait, vous vous direz, mais les choses vont beaucoup mieux. En fait, on a lâché prise sur vous.
Mais avant tout, c'est à vous de faire le travail sur vous. Le seul travail que vous pouvez faire, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, c'est sur nous. Le seul travail que nous pouvons faire, c'est d'abord sur nous. Et chacun doit d'abord s'occuper de son temple. Le temple est là, à l'intérieur de nous. C'est à nous de l'alimenter. Comme là, vous faites, vous êtes dans un groupe, nous créons une égrégore, une certaine énergie, hmm, un certain, comme une toile, un groupe qui vibre à la même fréquence. Et pendant que vous êtes là, oubliez tout le reste. Oubliez la maman, le papa qui vous a fait du mal, mais mettez-vous sur nous, et sur nous qui sommes là avec vous. Mettez-vous à la supraconscience, au Créateur, à Dieu, à l'univers. Et c'est comme ça que cette autre énergie va perdre tout pouvoir sur vous. Mais aujourd'hui, vous êtes faible. Regardez bien la nature. La nature, euh, les prédateurs, quand ils entrent, par exemple, face à un troupeau de gnous, vous pouvez prendre les lions, les lycaons, les hyènes, les guépards, etc. Lorsqu'ils viennent dans un troupeau de gnous, on va attraper les plus faibles, les plus âgés et les petits. Ce sont eux qui vont devenir leur proie. Ce sont sur eux qui vont mettre leurs griffes. Maintenant, donc, par analogie, là, vous êtes dans une situation, vous êtes en fait faible, tellement faible que vous permettez à ces entités, à ceux qui vous font souffrir d'avoir l'emprise sur vous. Mais si vous vous mettez à travailler uniquement sur vous et rien que sur vous, ils vont se détacher de vous. Ils ne pourront plus vous contrôler. Vous aurez une telle énergie, n'est-ce pas? Vous allez monter votre énergie au niveau du corps énergétique, au niveau du corps astral, au niveau du corps causal, au niveau de l'âme, de l'esprit, etc. On a plusieurs dimensions en nous qu'ils ne pourront plus vous contrôler. Mais tant que vous vous focalisez sur eux, ce qu'ils vous ont fait, ils continuent à avoir le pouvoir sur vous. Et il n'y a pas pire pour quelqu'un qui a du pouvoir sur vous que de voir le jour où vous vous émancipez. C'est lui qui va être malade. Il va être malade. Mais votre souffrance, au contraire, l'encourage. Votre traumatisme l'encourage à continuer à vous traumatiser. Bon, la caméra est là, les, les commentaires sont là. Donc, voilà. C'est ce que je vais vous encourager et travailler avec vous tapez fédéralitude, Oponopono, travailler avec les 2 ou 3 vidéos, enseignements que j'ai fait sur l'Oponopono. Travaillez, faites 1 mois rien qu'Oponopono. Rien qu'Oponopono tous les jours, 21 jours avec l'Oponopono. Vous finissez la première, vous faites la deuxième, la troisième. 21 jours. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont se passer en vous. Voilà. Je vais là où va tes pensées, c'est là que tu manifestes, nous dit Amadou Diallo. Merci, frère métaphysicien. Ce que tu penses, c'est ce qui se manifeste. Là où va ton énergie, hein, là où va ton attention, c'est là que va ton énergie. Et là où va ton énergie, c'est là que tu manifestes. Merci Amadou pour le rappel, j'adore. Gratitude totale. Merci Maya qui nous dit merci. Et là, nous allons nous séparer parce que ça fait quand même 2 heures, les amis, et je prends beaucoup de votre temps aussi. Voilà, il y a Lumière, Ludivine, qui nous dit merci, gratitude. Donc, nous allons couper, arrêter ce live. Je vous envoie à chacun plein de lumière et que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Que celui qui renouvelle les mondes, je dis bien les mondes, pas le monde, les mondes, à chaque instant, soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Je te souhaite un très bon dimanche et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour faire un enseignement sur les heures miroirs et dès lundi ou mardi, nous vous posterons l'histoire
hein, quelqu'un parlait de ça, du père abandonné par ses enfants, esseulé, mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. La rencontre avec l'ange. Bon dimanche, je vais interrompre le live.